Et très bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal de David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Attention au coup de chaud tout de même. Voilà. Les températures vont grimper au-delà de 35 degrés aujourd'hui, au-delà de 40 en milieu de semaine. Et vous le ressentez déjà si vous êtes en route pour le travail ou l'école. Page complète dès le début de ce journal. Témoignage exclusif dans cette édition. Ce Français a survécu au crash aérien de Phuket en 2007. Mais avec plus de 80 fractures, sa petite amie a perdu la vie. Le procès de la compagnie aérienne commence aujourd'hui à Paris. Et puis les Bleus en quart de finale. Les Françaises ont battu le Brésil 2-1 hier soir. La joie des supporters et l'analyse de notre consultante Sandrine Roux dans cette édition. Et l'escalade continue entre les États-Unis et l'Iran à 8h12. Vincent Herouet nous dira pourquoi Washington va annoncer de nouvelles sanctions aujourd'hui. 8h15, il vient d'être nommé numéro 2 de la France Insoumise. Audrey Crespo-Mara recevra le député Adrien Quatennens. Vous en souffrez peut-être déjà, la chaleur partout dans le pays, dès aujourd'hui, toute la semaine. Seule la Bretagne est épargnée. Alerte orange à la canicule dans la capitale et sa proche banlieue. Chanel Petit est allée pour Europe 1 à votre rencontre sur la ligne 13 du métro à Paris. Pas très bien dormi. C'est vrai que j'ai eu pas mal de réveils cette nuit. J'avais chaud, ça manque d'air. Je dors la fenêtre ouverte et pourtant il n'y a rien. Voilà, c'est pas l'idéal pour se sentir reposé. J'ai tout prévu. Brumiseur, éventail. Toutes les fenêtres, elles sont fermées avec les stores fermés et tout est prévu. Nous allons vers Dinard, en Bretagne. Et je suis très heureuse parce qu'on attend 18 degrés et de la pluie. Donc je pense qu'on ne va pas du tout être concerné pendant ces 2 jours par notre canicule. Donc on va y passer 2 jours et on va peut-être y rester en réalité. Oui, en Bretagne, vous serez épargnés. Mais à Paris, effectivement, l'usage du brumisateur n'est pas une mauvaise idée. Vous vous souvenez peut-être, Nikos, du célèbre slogan d'une marque de jus de fruits, il fait trop chaud pour travailler. Mais qu'en est-il dans la réalité? La canicule est-elle une raison suffisante pour débrayer? Que prévoit la loi? Roman Oquet. Une seule obligation concrète dans le Code du travail, avoir accès à de l'eau potable fraîche. Rien de plus précis, aucun seuil de température maximale. L'employeur est simplement tenu d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Pour cela, il peut suivre les préconisations d'organismes dédiés. Diane Reboursier est avocate spécialiste du droit du travail. On peut imaginer le télétravail. Certaines entreprises, par exemple, aussi prévoient des temps de pause plus longs ou encore adapter les horaires de travail pour éviter les heures de forte chaleur. Beaucoup d'organismes ont fait des études. Il faut être vigilant à compter de 30 degrés et qu'à compter de 33 degrés à l'ombre, vous avez des risques pour la santé et la sécurité des salariés. Et si l'employeur ne joue pas le jeu, le salarié peut exercer son droit de retrait en cas de danger grave et imminent. Une notion floue dont il faut se méfier, explique Franck Setruc de la CFE-CGC. C'est la solution extrême, ça relève quasiment de la survie, avec toutefois le risque, si l'employeur estimait que c'était un usage abusif du droit de retrait, qu'il licencie la personne pour abandon de poste. Mieux vaut donc privilégier le dialogue avec l'employeur en alertant par exemple vos représentants du personnel. Roman Oquet pour Europe 1, on le rappelle, il faut être vigilant en période de canicule, pensez à bien vous hydrater, bien faire boire aussi les enfants et puis aussi prendre des nouvelles des personnes âgées qui sont autour de vous. L'avenir de Vincent Lambert à nouveau devant les juges. Oui, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation, va devoir dire si la Cour d'appel de Paris était compétente lorsqu'elle avait ordonné la reprise des traitements. C'était le 20 mai dernier. Je vous le rappelle, Vincent Lambert est dans un état végétatif irréversible depuis 10 ans. Les médecins du CHU de Reims avaient commencé l'arrêt des traitements qui le maintiennent en vie. Processus interrompu contre toute attente, vous vous en souvenez, par cette Cour d'appel. Alors que va-t-il exactement se passer cet après-midi et quelles conséquences pour la suite? Chloé Triomphe. C'est une bataille très technique qui va se jouer cet après-midi devant la plus haute juridiction judiciaire française. Le procureur général François Molins a déjà fait savoir qu'il demanderait que le jugement de la Cour d'appel de Paris, qui avait stoppé in extremis le processus d'arrêt des soins, soit cassé. Une prise de position strictement basée sur le droit dont se réjouit François Lambert, le neveu de Vincent Lambert. Ce que j'attends justement, c'est la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui est un arrêt extrêmement militant, il faut dire les choses. Et fatalement, la Cour de cassation, normalement, ils sont là pour faire du droit, et s'ils font du droit, ils ne peuvent que casser l'arrêt. Donc moi, c'est ce que j'attends de la Cour de cassation, c'est qu'ils cassent cet arrêt qui est un arrêt militant et pour ne pas dire délirant.
Cet après-midi, les parents de Vincent Lambert seront aussi présents à l'audience pour soutenir le point de vue opposé. Et de la décision d'ici quelques jours découlera la possibilité ou non de procéder à nouveau à l'arrêt des soins. La spécialiste justice d'Europe 1, Chloé Triomphe. En 2007, le crash d'un avion de la compagnie thaïlandaise One2Go avait causé la mort de 90 personnes. Oui, l'appareil s'était écrasé à l'atterrissage à Phuket. Le procès de ce drame commence aujourd'hui à Paris. Le dirigeant de l'époque, un Thaïlandais, est jugé pour homicide involontaire et blessures involontaires, mais il ne se présentera pas au tribunal. Il y avait 10 Français dans l'avion, 9 ont été tués, un seul a survécu. Il a perdu sa petite amie et a souffert de très graves blessures. Il s'appelle Thibault Lamère et il s'est confié en exclusivité pour Europe 1 au micro de Guillaume Bier. Les souvenirs, ils sont quasiment intacts. Les images, l'odeur, tout est encore présent. Le copilote a amorcé la descente et en fait on se sentait ballotté, on sentait vraiment les décrochages de l'avion, on n'avait pas l'impression que quelqu'un était aux commandes, quoi. Et quand il y a eu cette rafale qui nous a plaqué au sol, l'avion tape le sol, il le cogne et on se reprend une accélération et on va se planter dans un talus qui était à 80 ou 100 mètres au bord. Mais moi quand je me réveille, l'avion est en feu et les pompiers sont en train d'essayer d'éteindre le feu. Et vous êtes où ? Je suis sur mon siège, mais mon fauteuil est arraché. En fait, je suis coincé, surélevé à la hauteur de la tête des gens, quoi. J'ai eu ils ont compté à peu près 85 fractures. Mais en fait, je sentais pas mes jambes. J'avais l'impression d'être dans le vide. Après, les fractures qu'on peut avoir, c'est que du corporel, c'est pas ce qui a été le plus dur. Le plus dur, ça a été de rentrer seul de Thaïlande. 12 ans après, qu'est-ce que ça vous fait de voir enfin ce procès arriver et en même temps il n'y aura personne à juger ? C'est un peu dommage qu'ils ne viennent pas, savoir qu'il y a personne qui va être en face de nous pour nous voir, c'est ça qui est frustrant. Témoignage recueilli par Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Et puis, sachez-le, un violent séisme s'est déclenché à l'est de l'Indonésie cette nuit. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti jusqu'en Australie, sans pour autant donner lieu à une alerte au tsunami. La suite du journal avec David Doucan. La France a battu le Brésil 2-1. Et oui, c'était un 8e de finale de la Coupe du Monde féminine de football. Cela se passait hier soir au Havre. Un match difficile avec prolongation, mais au bout, il y a la victoire devant un public aux anges. Reportage Simon Rubin. Il est 23h38 hier soir. Les Bleus sont au centre du terrain en communion avec le public. 24 000 personnes restées jusqu'au bout de la nuit pour célébrer une victoire folle aux confins de l'angoisse. Et à la sortie du stade, on relâche la pression. Une fanfare donne le rythme, les supporters dansent, chantent, scène de bal populaire joyeuse. Après la tension du match et cette prolongation qui semblait ne pas vouloir finir, on souffle et on savoure. On souffle beaucoup même, parce que ça a été un match super dur au niveau de l'équipe de France. On a souffert, ça a été très très dur. C'est la première fois que je viens, alors c'est formidable. J'étais dedans, hein. Ouais, c'est ça, on recrache tout le stress du match, on en profite en espérant que ça continue jusqu'à loin dans la compétition. Elles vont y arriver, on y croit, on est derrière elles et on va la gagner cette coupe. Et les supporters ont eu raison de savourer parce que vendredi à Paris, dans la chaleur caniculaire, les Françaises affronteront probablement les États-Unis, favorites de la compétition. Un autre très grand moment d'angoisse à prévoir. Le Havre, Simon Rubin, Europe 1. Et Simon a raison de préciser les États-Unis. Probablement, il y a quand même un adversaire. C'est ce soir, 8e de finale à Reims, et c'est l'Espagne. Avec nous, la consultante d'Europe 1 pour cette Coupe du Monde, Sandrine Roux, l'ancienne gardienne des Bleus. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors bonjour une question pour vous, Nikos. Vous vouliez interroger Sandrine ? Oui, Sandrine, bonjour. Bonjour Nikos. Avant de mettre la charrue avant les bœufs, est-ce que les Espagnols ont une chance de stopper les Américaines ? Alors vraiment infime, hein. Il faudrait qu'il y ait un cataclysme ou qu'il y ait, oui, parce que sur le papier les Américaines sont largement favorites, supérieures, notamment déjà physiquement. Je pense que c'est vraiment un rouleau compresseur. Et malheureusement, c'est les Espagnols qui ont un jeu très sympathique à voir, qui jouent très court, très technique, mais qui physiquement font 2 tailles déjà de moins que les Américaines et courent 2 fois moins vite. Et je pense que ça va être un vrai problème pour elles. Bon, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, vous les avez vues jouer, ces Américaines. Quel est le conseil pour les Bleus si elles devaient les rencontrer ? Est-ce qu'on peut donner un conseil ? Déjà, elles vont essayer de bien récupérer parce que je pense qu'elles ont lâché beaucoup d'influx et physiquement, ça a été un match très éprouvant contre le Brésil. Il faudra qu'elles soient à 300%. Et les 11, il ne faudra pas qu'il y ait une faille parce que les Américaines s'engouffreront dans la première faille qu'on va leur offrir.
Après, c'est un match couperé. Les Françaises sont capables, en tout cas, de pouvoir faire quelque chose. Encore une fois, si ce sont les Américaines, c'est ça. elles ne sont pas. Alors moi, comme je disais, elles seront pas favorites sur ce match-là. Alors, est-ce qu'elles vont se lâcher ? Est-ce qu'elles vont se dire, de toute façon, si on gagne, pour tout le monde, ce sera un exploit. Et puis, si on perd, ce sera presque normal entre guillemets, parce que ce sont les favorites, parce que ce sont les championnes du monde en titre et parce qu'elles sont numéro 1 mondial au classement. Y aller sans pression, c'est le conseil. Exactement. C'est le conseil de Sandrine Roux, la consultante d'Europe 1 pour cette Coupe du Monde, l'ancienne gardienne des Bleus. Merci à vous, Sandrine. Merci. Et mon cher Nico, c'est la fin de ce journal.